Tout le monde, c'est Pascal Hirtz ici pour un sujet très intéressant ce soir. Trader le Nasdaq avec Heikki Nashi en mode automatique. Donc le Nasdaq, le signal Heikki Nashi, et puis ça ne sera pas du scalping aujourd'hui, c'est le mode automatique. Alors, attaquons tout de suite avec l'agenda. Notice des risques, je vous laisse lire cela tranquillement chez vous lorsque je vous enverrai la présentation demain. L'agenda, donc un petit rappel des contrats disponibles pour traiter l'indice Nasdaq. Une explication quand même de ce qu'est Heikki Nashi, le signal Heikki Nashi qui est offert gratuitement dans la plateforme de NanoTrader de Self-Invest. Et puis ensuite, on commencera à parler plutôt de stratégie, et pour ça, on introduira la notion de filtre de tendance, l'indicateur super trend. On regardera un petit peu comment on construit cette stratégie, et puis on parlera un petit peu de pourquoi pas automatiser votre stratégie. J'essaie de faire la distinction cette année entre, lorsqu'on parle de stratégie, entre le côté scalping, c'est-à-dire purement manuel et je dirais pour l'entrée en position manuelle, pour la gestion semi-automatique avec le TradeGuard, et d'un autre côté, des stratégies qui sont plutôt des stratégies de day trading, mais à appliquer en mode automatique. Vous savez que je pratique beaucoup le mode automatique, donc j'ai pas mal acquis pas mal d'expérience, donc je me dis, je voudrais partager un petit peu cette expérience avec vous, et puis pourquoi pas vous encourager à tenter un petit peu des petites choses en mode automatique. Alors, le Nasdaq, c'est un petit peu comme le Dow la semaine dernière, volatilité en forte hausse, doublée littéralement. Vous voyez que ici on a la courbe en bougie classique jusqu'en 2017. Durant tout 2017, vous voyez que la volatilité, alors de quelle volatilité nous parlons ici? Nous parlons de une volatilité journalière dont on a fait une moyenne sur un an. Donc on prend les 260 dernières mesures de volatilité journalière et on fait la moyenne. Et vous voyez que durant la période 2017, là, on va dire de juin par exemple jusqu'à début janvier 2018, on était aux alentours de 1% en moyenne. Et en ce moment, nous sommes en moyenne aux alentours de 1,99, c'est-à-dire 2%. Donc 1 à 2, c'est le double. Voilà. Alors, bon, ça c'est intéressant pour nous, c'est intéressant si on fait du scalping, mais c'est aussi intéressant si on fait si on essaie de faire une stratégie de day trading, et qui plus est si on veut l'automatiser. Alors, rappelez-vous cette magnifique fonctionnalité de la plateforme qui est la mesure de la volatilité horaire. Alors ça, c'est une autre façon de regarder les choses. Ici, on se positionne plutôt au niveau de la journée et on regarde à l'intérieur d'une journée quand est-ce qu'un marché donné bouge le plus. Et c'est là qu'on va essayer de trader. On ne va pas essayer de trader ce marché entre 4h du matin et 7h du matin. On va essayer de trader entre 15h, 18h, voire 15h, 21h. Ça sera, on va dire, déterminé par le fait que c'est là qu'on a le plus de probabilité de tomber sur des mouvements importants. Or, les mouvements importants, c'est bon, surtout si on travaille avec des filtres de tendance. Alors, à noter que le Nasdaq est 30% plus volatile que le Dow Jones. Donc, pour les gens qui aiment bien le Dow Jones, le Nasdaq, c'est plus volatile. Ça, c'est intéressant parce que avec le retour de la volatilité, il y a une augmentation des opportunités de trade. Et donc, je dirais, pour un indice donné, essayer de travailler sur celui qui est le plus volatile a du sens. Alors, qu'est-ce qui est disponible au niveau du Nasdaq? Alors, il y a bien sûr le futur mini Nasdaq. Le Nasdaq, on a vu que ça cotait dans les 6500, c'est allé jusqu'à 7500, ça rebondit à 6000, donc on va dire 6000, 6500.
6500. Donc, ici, j'ai pris 7000 pour faciliter le calcul, mais grosso modo, sur le futur, l'écart minimal, c'est le tick et le tick vaut 0,25 points. Donc, on a quelque chose qui cote dans les 7000 et qui évolue 7000, 7025, 7050, 7075, etc. Donc, c'est quand même un spread qui est très petit par rapport à la taille du contrat. Alors, la valeur du point, c'est 20 $. Donc, 7000 fois 20, ça fait 140 000. La marge intraday, c'est 1550. Ça donne un levier de 90. 140 divisé par 1550. 90. Donc, un levier très important. Les horaires, c'est comme les autres indices américains, c'est-à-dire minuit, 22h15. Là, il y a une petite pause de 15 minutes. Ça reprend à 22h30 pour une demi-heure jusqu'à 23h. Après, pause et ça reprend à minuit. Donc, en gros, sur le CFD, c'est les mêmes horaires, puisque le CFD est calqué sur le futur. Alors, ici, la différence, quand même, au niveau du spread, c'est pas la même chose. C'est quand même un peu plus important. Bon, si on fait maintenant 1 ou 2 ou 3 trades par semaine, parce qu'on a une stratégie automatisée qui n'est pas très prolifique en termes de signaux, eh bien, c'est pas quelque chose de très important. La notion de le coût, je dirais, induit par le spread, ce n'est qu'important que si vous êtes très actif, si vous faites beaucoup de transactions. Alors dans ce cas, clairement, c'est mieux de trader sur le futur. Si maintenant vous faites une stratégie avec quelques trades, pas forcément même un par jour, comme c'est peut-être le cas dans la stratégie qu'on va voir aujourd'hui, dans un cas comme ça, c'est pas grave d'avoir un spread, on va dire, minimum qui est un petit peu plus grand que sur le futur. Alors, le point ici, ça vaut 1. Donc, c'est un contrat plus petit. C'est pour ça que c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un compte plus grand sur les futurs. Ben, ils peuvent trader ce qu'on appelle alors le US Tech en termes sous la forme d'un CFD. Alors, valeur nominale, on avait dit que c'était, on a pris 7000 points comme référence, fois $1, ça fait 7000 $. Marge intraday dictée par les bureaucrates de Bruxelles, 5%. Donc, vous n'avez pas de choix ici, c'est 5%. Ça veut dire que 1 divisé par 5%, c'est 20, donc le levier, c'est 20. Donc, ouais, vous connaissez les conditions, hein, toute la discussion entre CFD et futur, je dirais, chacun fait son choix. Moi, n'oubliez pas que dans le trading automatique, j'ai commencé à trader avec des CFD. Pourquoi? Parce que les instruments sont petits et ça permet grosso modo, de ne pas prendre des risques insensés, de ne pas perdre sa chemise bêtement avec une stratégie qui ne fonctionne pas bien. Donc, quand on veut tester des choses, on essaie de faire les choses petites, mais réelles, mais quand même, le fait d'être dans le réel, ça, c'est quand même très important. Et puis, on voit et puis on avise. Donc, CFD, US Tech, Futur Mini Nasdaq, tout ça, c'est bien. Les deux sont bien, quoi. Alors, les spreads sur CFD, ici, il s'applique de 15h30 à 22h. Forcément, quand vous sortez des heures américaines, le spread est plus large, forcément, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui traitent. N'oubliez pas que les Américains roupillent à ce moment-là, quoi. Alors, le graphique Heikin Ashi. Alors maintenant, on attaque la substance, c'est-à-dire, il y en a parmi vous qui connaissent très bien le sujet Heikin Ashi, où ils ont assisté à plusieurs présentations. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, je vais rappeler maintenant qu'est-ce que c'est le chart Heikin Ashi. Alors, pour commencer, ayons juste comme ça un aperçu des propriétés en comparant deux graphiques. Vous voyez sur la gauche, chandelier classique. Regardons la partie montante ici. Donc, un mix de bougies, rouge, blanche, rouge, blanche, rouge, blanche. Les blanches, c'est à la hausse, les rouges à la baisse. Et puis, vous regardez en dessous et puis vous êtes stupéfait de voir que vous avez une succession de bougies vertes. De bougies vertes qui donnent une impression de, comment dirais-je, de régularité. Et en fait, ça, c'est une propriété caractéristique d'Heikin Ashi, c'est-à-dire qu'il tente à colorer d'une même couleur les bougies lorsqu'il a
il détecte ce qui est pour lui une tendance. Donc ici, clairement, toute cette phase-là, donc il y a une bougie qui correspond à une bougie chandelier, il y a le même nombre de bougies. Hein. D'un point de vue temporel, c'est la même chose. Il y a des bougies toutes les X minutes. Ici, c'est du 60 minutes. Mais avec chandelier, on a un désordre parce qu'on a des couleurs différentes. Avec Aiki-Nashi, on a de l'ordre. Donc, c'est un indicateur qui amène de l'ordre, qui met de l'ordre dans nos idées. Alors, il détecte les tendances. On le voit aussi sur la phase descendante, parce qu'on a pratiquement tout qui est en rouge un petit peu foncé, sauf le petit rebond qui a lieu ici, et qui nous donne deux espèces de petits doji. Et on va voir après comment sont fabriquées ces bougies, et on comprendra pourquoi ça nous fait des petits doji. Mais en gros, on voit effectivement que on a une tendance à la hausse, puis on a une tendance à la baisse. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle un retournement de tendance. Et ce retournement de tendance, il est lié au fait que la couleur change. La couleur change, et donc, ça, c'est un peu le côté très particulier de cet indicateur, c'est que quand la couleur change, très souvent, c'est un retournement de tendance, donc on peut l'utiliser comme signal d'entrée en position pour parier sur un retournement de tendance. Donc, j'ai indiqué tout en bas que dans la plateforme, lorsque vous avez le graphique en chandelier, il suffit en fait dans le menu qui est horizontal et au-dessus du graphique principal, de sélectionner ce bouton, cette icône, qui va vous convertir en fait, d'un point de vue visuel, le graphique de chandelier vers Aiki-Nashi. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose, c'est que dans les indicateurs, quand vous cherchez dans les indicateurs, si vous tapez Aiki-Nashi, vous verrez que parmi les indicateurs, il y en a un qui effectivement est Aiki-Nashi. Quand vous utilisez celui-ci, il va apparaître dans une sous-fenêtre et vous pouvez l'utiliser, je dirais, d'un point de vue visuel. Vous pouvez lui appliquer une agrégation, par exemple, et des choses comme ça. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un méta-sentimentor, une valeur de, on va dire, un sentiment. Et bon, il faut un petit peu jouer avec pour voir comment c'est défini, quoi. Mais sachez que ça existe. Il y a les deux formes. Alors, maintenant, un petit peu de rigueur, un petit peu de découverte ici. Alors, ne soyons pas trop impressionnés. Nous avons ici deux bougies classiques, chandelier, deux bougies vertes qui se suivent au temps actuel et au temps précédent. Et puis, ce qu'on appelle H, c'est la hauteur, le prix de clôture, le prix d'ouverture et le prix bas de la bougie actuelle. Donc ça, c'est la bougie actuelle, la dernière bougie, celle qui est en cours. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment on fabrique la dernière bougie d'Aiki-Nashi. Ici, on a la bougie précédente d'Aiki-Nashi. Alors, il faut prendre ça comme une donnée. Et maintenant, on se concentre sur celle-ci. Alors, la première chose à voir, c'est que le prix d'ouverture de la bougie Aiki-Nashi, ce prix-là, il est égal à la moyenne entre le prix de clôture et le prix d'ouverture de la bougie Aiki-Nashi précédente. C'est en fait cette formule. Donc, pour distinguer le prix d'ouverture entre Aiki-Nashi et le chart normal, j'ai rajouté un X. Donc, X, ouverture, open, autant T, c'est le précédent, ouverture, clôture, divisé par 2. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de caractéristique. Et en fait, quand vous regardez sur le graphique, vous le voyez. Parce que vous regardez bien ici, vous voyez, le prix d'ouverture, il est à la moitié de la bougie précédente, du corps de la bougie précédente. Lui, la même chose, etc. Donc, ça, c'est une propriété qui fait que, c'est cette propriété qui fait que, grosso modo, les bougies sont toutes de la même couleur. Parce que la bougie, elle commence au milieu ici. Après, le prix de clôture de la bougie Aiki-Nashi, comment est-il défini? Eh bien, c'est une moyenne de le plus haut, le plus bas, clôture, ouverture. Donc, les 4 prix qui définissent cette bougie actuelle,
en chandelier, eh bien, ces 4 prix, on fait une moyenne, ça nous donne la ligne pointillée au milieu, ici. Et cette ligne nous donne le prix de clôture. Vous voyez, donc ça, c'est la définition de Aiki-Nashi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très intéressant. Après, pour ce qui concerne les extrémités, eh ben, grosso modo, elle reflète la bougie, celle-ci, hein, donc c'est le plus haut entre le plus haut, l'ouverture, la clôture, etc. Et de la même manière, le plus bas, c'est le plus bas entre le plus bas ici, le prix d'ouverture de Aiki-Nashi, bon, etc. Je dirais le prix le plus bas, le prix le plus haut ne sont pas on va dire, les informations les plus importantes pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est ouverture-clôture, c'est comprendre comment ce graphique fonctionne. Et quand on arrive à ce stade-là, on se pose la question, mais qu'est-ce que l'on a besoin comme type de mouvement sur le graphique en chandelier pour qu'on ait un retournement de tendance? Vous voyez? Et là, la réponse, elle est donnée sur le graphique. Eh bien, pour avoir un retournement de tendance sur le graphique Aiki-Nashi, c'est-à-dire pour avoir cette espèce de petit presque doji en rouge, eh bien, il faut que le prix de clôture soit plus bas que le prix d'ouverture. Or, le prix de clôture, c'était la moyenne de la bougie en chandelier là, actuelle. Donc celle-ci, elle est dessinée de manière à que ça soit essentiellement un corps. Le plus haut, le plus bas ici on est pratiquement collé à la bougie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut une grande bougie. Donc seule une grande bougie aura un milieu qui est là, qui sera en dessous du prix d'ouverture Aiki-Nashi, c'est-à-dire du milieu de la bougie Aiki-Nashi précédente. Donc, pour résumer, Aiki-Nashi, lorsqu'il change de couleur, il détecte ce type de mouvement. Une très grande bougie rouge par rapport aux bougies normales. Elle est très grande, et parce qu'elle est très grande, alors ça fait que cette bougie Aiki-Nashi devient rouge. Donc, Aiki-Nashi, c'est un super indicateur pour déterminer des tendances, mais c'est aussi un super indicateur pour déterminer des retournements de tendance. Alors, muni de ces informations, nous avons fabriqué un signal et je vais vous expliquer maintenant les caractéristiques de ce signal. Il s'appelle le signal Aiki-Nashi et il y a 3 avantages principaux. Donc, le premier avantage, c'est qu'en fait, le signal, ce qui nous permet de définir qu'on est en présence d'un signal, c'est en fait des informations que l'on peut configurer. Donc, il est configurable. Alors, je vous ai mis sur la gauche une copie d'écran qui nous montre en fait le signal qui est appliqué sur ce graphique. Donc, ce qu'on a, c'est qu'ici, on a un graphique normal. En dessous, on a Aiki-Nashi. On est dans les mêmes agrégations. Donc, en haut, on a du 10 minutes. En dessous, on a du 10 minutes, etc. Et nous, ce qu'on dit ici, c'est que on utilise la sous-fenêtre dans laquelle on a rentré Aiki-Nashi et on définit grâce aux 2 premiers paramètres qui sont là. En l'occurrence ici 2 et 1. On définit qu'on veut 2 bougies de la tendance précédente qui était baissière puisque les bougies étaient rouges et une bougie de la tendance actuelle qui est haussière parce que la bougie est blanche. Donc quand on est en présence de 2 bougies rouges et une bougie blanche, notre signal Aiki-Nashi eh bien, nous offre grosso modo une opportunité de rentrer en position. Ce qui est représenté par ce fond d'écran grisé et le petit triangle vert dans la nano. Et j'ai rajouté aussi le Meta-Sentimentor pour qu'on voit bien que quand on a cette propriété au niveau de la chart Aiki-Nashi, eh bien, on a un signal et il est reflété
par le sentiment, on appelle ça le sentiment, rappelez-vous. Hein, donc le sentiment, c'est cette courbe de signal qui permet de déclencher les trades ou de déclencher des calculs pour le backtesting. Alors, on peut changer ces paramètres. Hein, on peut mettre 3, 2, 1, 1. Il faut au minimum 1 de la tendance précédente et 1 de la tendance actuelle. Vous voyez? Et alors, on est à la jointure entre deux tendances. Et là, en spécifiant, on arrive à capturer différents types de configurations. OK. Alors, maintenant, la deuxième caractéristique du graphe Akinashii, c'est que le graphe, quand je dis le graphique, j'entends la sous-fenêtre qui est là, dont on a vu avant qu'on pouvait modifier ce qui déclenche le signal. Mais ici, on peut faire quelque chose de supplémentaire. C'est que ici, on peut agréger cette fenêtre, c'est-à-dire l'indicateur qui est dedans, Akinashii, on peut l'agréger. Donc ça, c'est un concept quand même, bon, c'est le fait de mélanger des unités de temps. Donc ici, on a un graphique principal avec une courbe, on va dire, de bougie normale, et on voit qu'on est sur du 5 minutes. On est sur le Nasdaq 5 minutes. Alors, en dessous, vous voyez qu'on est sur du 5 minutes fois 6. En fait, quand on fait un clic droit, on affiche cette petite fenêtre, agrégation de Sentimentor, c'est-à-dire, en gros, on peut agréger les indicateurs qui se trouvent dans les sous-fenêtres. Alors, ici, j'ai mis 1, mais en fait, là, on voit que c'est 6. Donc, ça, c'est avant qu'on fasse le changement. Et vous pouvez mettre le changement ou le réglage que vous voulez. Le fait est que ici, c'est comme si on regardait en fait le Nasdaq sur un chart de 30 minutes. Vous voyez, on est sur du 5 minutes, on raisonne en 5 minutes, on a des stops qui vont fonctionner sur du 5 minutes, on a des filtres, on a toutes sortes de choses qui vont fonctionner sur du 5 minutes, peut-être d'autres indicateurs. Mais pour ce qui nous concerne, la décision de rentrer en position, nous, on veut en fait utiliser une condition qui s'applique sur un graphique 6 x 5, c'est-à-dire 30 minutes. Donc, on mélange deux agrégations ou deux unités de temps. Okay. Et ça permet de faire quoi? Quand vous avez un graphique agrégé, en règle générale, la tendance, la structure du marché est simplifiée. Elle est rendue plus lisible. Et donc, on utilise cette technique ou propriété de NanoTrader qui permet de changer d'agrégation pour rendre le graphique plus clair et pour rendre la qualité de nos signaux de retournement, pour les rendre plus rares et plus pertinents. Ça, c'est ce qu'on fait en fait avec ce réglage. Alors, il y a un troisième avantage. Alors, ça, c'est un avantage, je vous mets en garde, qui est un petit peu, comment dirais-je, il faut faire attention. C'est-à-dire, quand vous regardez un graphique, comme celui qui est en dessous ici, alors maintenant, on est sur quoi? On est sur du 10 minutes, et là, on a une agrégation de 3. Donc, 3 x 10, 30. C'est comme si ça, c'était 30 minutes, et au-dessus, c'était 10 minutes. On a défini le signal en termes de configuration comme étant 2 bougies de la tendance précédente et une bougie de la tendance nouvelle. Et donc, quand cette configuration se produit, grosso modo, NanoTrader va déclencher un signal. Vous voyez ici que le signal, il se déclenche sur la première bougie dont le fond d'écran est grisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que, vous voyez en bas, le sentiment, hein, quand on regarde MetaSentimentor, on voit le sentiment. On voit qu'en fait, dès la clôture de la première bougie de 10 minutes, qui est sous laquelle il y a le triangle vert, eh bien, on a un dessin, une configuration semblable, et de ce fait, on est en position de rentrer en position. Alors, on peut rentrer en position plus tôt, dès que en fait, la configuration se produit. Alors ça, c'est bien sûr quelque chose qui est un avantage dans certains cas et qui peut être un désavantage dans d'autres cas.
Donc c'est à vous d'apprécier est-ce que c'est vraiment, on va dire, intéressant pour vous ou pas. Mais si au niveau du réglage du signal, au niveau du troisième paramètre, celui qui était le numéro 1 ici, si vous laissez 1, grosso modo, ça veut dire que vous donnez la possibilité, dès la première apparition du signal, vous donnez la possibilité à la nano de déclencher un ordre. Alors, pour ma part, je n'utilise pas cette propriété. Je préfère, compte tenu du fait qu'on a une agrégation de 3, je préfère mettre 3 ici. Et dans ce cas-là, j'attends vraiment la fin des 3 bougies que vous voyez là. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on est sur 3, alors on peut utiliser NanoTrader pour backtester notre stratégie. Si vous êtes sur 1, vous verrez que les résultats sont toujours beaucoup plus impressionnants que lorsque vous faites coïncider l'agrégation ou le paramètre, vous remplacez le paramètre par la valeur de l'agrégation. Donc, ce que j'ai mis ici en rouge est important. En mode backtest, il faut que, grosso modo, ce paramètre, vous le régliez sur l'agrégation. Sinon, les backtests seront faux. Si vous êtes en mode automatique et que vous savez ce que vous faites, vous pouvez tout à fait descendre cette valeur, la mettre sur 1, 2, sur des valeurs inférieures, et dans ce cas, vous pouvez rentrer plus tôt. Mais rentrer plus tôt, ça peut être à votre avantage. Si le marché monte, comme ici, on rentre plus tôt, on paye moins, on fait un plus grand profit. Mais si maintenant le marché se retourne, va contre vous, vous rentrez plus tôt, eh ben, si vous aviez attendu, peut-être que vous n'auriez jamais vu le signal. Vous voyez? Donc, c'est une pierre, il y a deux côtés, un petit peu, côté positif, côté négatif. Mais pour nous, au terme de backtest, ce n'est pas une question de positif ou négatif. Nous, on prend paramètre égal agrégation. Comme ça, il n'y a pas de problème. OK, alors maintenant, le fameux super trend. Donc, le super trend, c'est un concept, c'est un indicateur qui est représenté ici. C'est en fait cette courbe rouge foncé, cette courbe vert qui est en dessous des bougies. Alors, grosso modo, super trend créé par Olivier Seban, un trader français en 2000 et quelques, au début des années 2000. C'est basé sur une moyenne mobile à laquelle on rajoute une mesure de volatilité. Et cette mesure de volatilité, alors, pour définir la moyenne mobile, on prend le premier paramètre, 20, et ça permet aussi de définir, on va dire, la période sur laquelle calculer la volatilité. Donc, les deux coïncident. Donc, si on prend 100, ben, on a une moyenne mobile de 100 et on a aussi une volatilité basée sur 100 points. Et d'un autre côté, vous avez ici à droite un coefficient qui est en fait un facteur. Et ce facteur, c'est le facteur qui est utilisé pour multiplier la volatilité trouvée. Donc, en règle générale, les données, c'est 10 et puis c'est 3. Ça veut dire 3 fois la volatilité. Mais on peut être amené à resserrer la courbe si on a envie que ça colle un petit peu plus au marché. Dans ce cas-là, j'ai mis par exemple 0,7. Vous voyez? Alors, on a cette courbe ici. Alors, la règle ici avec Super Trend, c'est que dès que le marché clôture de l'autre côté de la courbe du Super Trend, on a un retournement de tendance. Donc ici, on voit tout à fait le marché baisse. On a la courbe du Super Trend qui suit au-dessus. Puis à un moment ici, on a la bougie qui clôture nettement au-dessus du Super Trend. Résultat, changement de couleur de fond. On passe au vert. Une courbe verte maintenant se dessine. Et grosso modo, elle continue jusqu'à ce qu'il y ait une clôture en dessous, comme ici. Alors, le temps d'une bougie,
on a soudainement maintenant une information qui nous dit que potentiellement le marché peut se retourner, mais bon, le marché reprend sa course, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la propriété en termes de tendance. Donc ici, clairement, vous prenez un graphique comme ça, ben, le marché est en tendance. Alors on est sur quoi ici? On est sur un jour. Donc on a un mini Nasdaq futur, un chart journalier. Donc ça, ce sont des bougies journalières pour le début d'année, le mois de décembre jusqu'à, on va dire, 2 mois de données à peu près, quoi. Décembre, et puis le rebond depuis le début de l'année, quoi. Alors, ça, ce que vous voyez aussi sur l'écran, c'est en fait une étude. Je l'ai appelée l'étude numéro 2. Donc après, on va construire l'étude numéro 2. Et à la limite, on va presque le faire tout de suite. Comme ça, on commence à construire notre stratégie. Alors, je sors de PowerPoint, voilà. Alors, je vais afficher donc mini. Alors, puisque je veux travailler sur les futurs pour vous montrer cela, donc je cherche en fait le mini Nasdaq. Alors lui, mini Dow, mini NSDQ, ça c'est le symbole. Donc, en gros, on va juste ouvrir. Donc, on ouvre. Alors, moi j'aime bien. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce qu'on a ici. On veut quelque chose de journalier quand même. Donc, prenons One Day. On ouvre ça sous forme journalière. Ok, par la même occasion, on peut voir le carnet d'ordre. Vous voyez, le carnet d'ordre du Nasdaq. Vous voyez, c'est un contrat intéressant. Hein, c'est très serré, le spread est très serré, il y a beaucoup de liquidité. Vous voyez, un spread rikiki. Là, il n'y a pas photo avec le CFD, mais bon, si on fait, comme j'ai dit, un trade par jour ou quoi, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais ôter le carnet d'ordre et je vais donner un nom à cette. Alors, combien de jours y a-t-il ici? 1400. Alors, bon, ça c'est un petit peu trop. On va mettre 200 jours et on ouvre le capot, c'est-à-dire la barre de personnalisation. Et tout ce qu'on n'a pas besoin, on élimine. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On veut afficher les contrôles en bas. Bon, si on ne veut pas voir on va dire ça, on appuie là-dessus, voilà. Et maintenant, on va rajouter SuperTrend. Donc, on appuie sur le bouton ajouter des indicateurs, et puis on tape SuperTrend, et on voit que dans la catégorie indicateurs, c'est-à-dire parmi la liste d'indicateurs standards, SuperTrend, et on veut le mettre dans le graphique principal, et on veut le mettre sous la forme d'un sentimentor, c'est-à-dire d'un indicateur. On ferme, et on a maintenant notre... alors, je vais laisser le réglage pour le moment 10.3, mais on voit bien... Alors, si on veut bien représenter sur l'écran les couleurs, ce qu'on peut faire, c'est on en charge un autre et on le charge comme un filtre. Voilà. Maintenant, on a une belle coloration. Voilà. Ça, c'est la phase baissière. Ça, c'est la phase haussière. On a les mêmes paramètres, donc tout est bien. On va donner un nom à cette étude. On va l'appeler, on dit que c'est étude 2. Voilà. On la met de côté. En gros, on la range. Et on retourne à la présentation. On retourne à la présentation. Hop. Alors, attendez. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors, bon. Ok, on passe à la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la technique qui, avec l'indicateur study, permet en fait d'importer l'étude numéro 2, qui est à gauche, celle qu'on vient juste de construire.
Celle-ci, on peut en fait l'importer. On peut importer l'information qui est contenue dans le Meta-Sentimentor, cette courbe de signal ici. On peut importer ça dans l'étude dans laquelle on va trader. Donc l'étude dans laquelle on va trader, on va l'afficher pour pouvoir réaliser cette jointure. Et ça, c'est un élément très important de la stratégie. C'est une technique très très puissante que j'utilise dans mes stratégies de trading automatisé que je vous recommande. Donc, il faut bien écouter et essayer de le refaire vous-même et apprenez à manipuler utiliser cette technique. On peut l'utiliser avec plein d'autres filtres, hein, mais c'est très puissant. Alors, construire la stratégie. Alors, construire la stratégie. Donc, bon, on va construire la stratégie. Donc, ici, on voit l'étude numéro 1. Comment est-elle construite? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais construire l'étude numéro 1. Je vais mettre à côté, sur mon autre écran, je mets en fait le graphique. Comme ça, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on appelle ça maintenant, on se rappelle comment ça s'appelle, mini SDQ. Voilà. Ok. Alors là, on peut utiliser modèle d'étude et on va chercher le signal. Donc le signal, c'est Aiki-Nashi. Il est là. Donc lui, par défaut, il met du 5 minutes sur 5 jours. Donc, on affiche cela. Alors, on est dans une optique un petit peu de, on va dire, on ne fait pas du scalping maintenant, donc on va fermer ça. Voilà. On n'a plus besoin de l'espace de travail, donc on peut maintenant mettre côte à côte les deux études. Donc, observez observez que ici, on a en fait un écran principal et en dessous, on a un écran secondaire, une sous-fenêtre, et que dans la première, on a par défaut un graphique de 15 minutes, mais nous, on veut travailler sur du 10 minutes. Donc, on va là-haut, à gauche, vous voyez, je descends, tac, je suis sur 10 minutes. Alors, on repère aussi que là, on a une sorte d'excroissance, un signal qui est très gros, et là, ça me force à aller dans Options, et là, je vais juste réparer ça. Donc, surligner le dernier signal d'entrée. Non. Ne montrer que la dernière exécution sur le graphique principal. Non. Voilà. Donc, on va faire OK. Et voilà. Maintenant, on a notre signal là qui s'est réduit. Et en fait, on va afficher tous les signaux. Si je me mets là et je fais... Alors, combien on a chargé? On a dit 5 jours. Donc, on va mettre 200, comme dans le cas de l'autre. Alors, on avait un petit peu plus de jours, parce que je vois que dans mon étude, on avait... ça allait de... Ça va de septembre 2017. Septembre 2017, donc il faut rajouter au moins, on va faire 400. Alors, ça fait début 2018, ouais, pourquoi pas. Ici, il faut mettre 400 aussi. Voilà. Okay. Donc voilà le graphique journalier du Nasdaq. Voilà le graphique 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme réglage au niveau de la stratégie? On avait comme réglage, en fait, une agrégation de 3. Donc ici, oui, je reclique. Je me mets là, je fais un clic droit, agrégation, et là,
avec la molette de la souris, je mets 3. Voilà. Et puis alors, il faut régler le dernier paramètre pour qu'il soit aussi sur 3. Voilà, il est sur 3 maintenant. Au niveau de la définition des signaux, on a mis 2, 1. Donc ici, on met 2. Et là, on met 1. Voilà. Donc, on a défini notre signal Akinakshi. En termes de période de temps, on a dit qu'on voulait se concentrer sur 15-18 heures. Donc, start time, on met 1500, ça correspond à 15 heures. Et ici, on met, alors pour mettre 18 heures, il faut mettre 17h59. Voilà, 17h59. Et puis, il nous faut un filtre flat pour clôturer les positions en fin de journée. Donc, flat, on ferme. Qu'est-ce qu'on a mis ici? On a mis 22h10, puisque le marché ferme à 22h15. Alors, OK. On appuie là-dessus. Trading, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, en termes de, on va dire, de protection, on va utiliser un stop que j'aime bien, le period high-low. Et on va mettre un profit target. Voilà le profit target. On ferme. Alors le profit target, on va le définir sous la forme d'un pourcentage. Donc par défaut, on peut le définir comme en termes de tick, mais il y a d'autres possibilités comme ATR, ça c'est basé sur la volatilité, ou alors pourcentage. Donc, pour une période donnée, grosso modo, vous connaissez la volatilité. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2% et 2%. Voilà. Et en termes de notre période high-low stop, on laisse, grosso modo, le stop est calculé sur le plus haut des 10 dernières périodes ou le plus bas des 10 dernières périodes. Donc, c'est un stop suiveur. Et grosso modo, je crois qu'on est... Alors, on doit encore attacher notre filtre de tendance ici. Donc lui, en réalité, il faut lui rajouter le Meta Sentimentor. Oui. On le rajoute, voilà, on ferme. Et le Meta Sentimentor, on sauvegarde l'étude. C'est l'étude numéro 2. Oui. Ici, rappelons-nous que c'est l'étude numéro 1, on va lui donner le nom de numéro 1. Voilà, on appelle ça étude numéro 1. Voilà. Et alors maintenant, on va faire la jointure. Alors pour faire la jointure, en gros, vous voyez, cette information, par exemple, que le marché est en phase baissière, il est retranscrit sous la forme d'une valeur. On appelle ça le sentiment. Le sentiment vaut 35. Donc, Supertrend, il a été défini de manière à ce que le sentiment vaille 35 lorsque on est en période de baisse. Et quand on est en période de hausse, vous voyez, alors, il y a le cas particulier du changement, on va dire, du retournement de tendance, pour lequel il y a une valeur 100. Donc, on pourrait utiliser Supertrend pour trader, hein, mais je vous ai dit, on l'utilise comme filtre. Et là, quand on est au-dessus de la courbe, eh bien, la valeur est 65. Donc, ces deux valeurs, on veut en fait les transférer de l'autre côté pour que, dans cette étude-là, l'étude sache qu'on est soit en phase haussière, soit en phase baissière. Alors, pour ce faire, on est ici dans l'étude numéro 1. On cherche l'indicateur qui s'appelle Study. Il est là. Et alors là, on va le charger, pas dans le graphique principal, mais dans une sous-fenêtre et en qualité de filtre. Donc, lui, il nous ouvre une fenêtre. Dans cette fenêtre, on va chercher l'étude numéro 2 qui est sous ou dans le répertoire mini Nasdaq de Mars, puisqu'on est sur Mars. L'étude numéro 2 est là. On fait OK. Du coup, vous voyez en bas
l'information qui vient d'être transférée. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis du coup, on n'a plus besoin de cette fenêtre, on fait fermer. Et là, allons un petit peu zoomer sur ce qui se passe ici. Vous voyez, je zoome un peu sur la période, je zoome un peu sur cette période, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, en fait, cette information, c'est cette information. Et là, la coloration est effective. Tout ça, c'est vert, tout ça, c'est rouge. Et maintenant, cette information va nous permettre de filtrer les signaux. Donc, ça va nous permettre de dire, ben, dans la phase haussière, on prend que les signaux à la hausse. Et dans la phase baissière, on prend que les signaux à la baisse. Vous voyez? Là, on est à l'intérieur dans du 10 minutes. Donc, on va zoomer un petit peu voilà, sur, par exemple, hier. Vous voyez, on tombe en plein sur un beau trade. Donc, le concept, il y a un signal ici. Alors, ce signal, alors je vais baisser maintenant ceci. Alors là, il y a le méta sentimentor, c'est-à-dire la courbe de sentiment pour déclencher des trades. Je vais baisser ça aussi. Et on voit qu'en fait, ici, en termes de bougies Aiki-Nashi, on a deux bougies rouges, une bougie verte. Et en fait, alors on aurait pu techniquement rentrer plus tôt, vous voyez, parce que si je vais là et je dis 2 ou 1, vous voyez, techniquement, on aurait pu rentrer à la clôture à ce niveau-là, quoi. La clôture de la première bougie qui fait partie de 3 bougies de 10 minutes qui nous donne la bougie, celle-ci, qui est en fait comme une bougie de 30 minutes. Vous voyez. Donc ici, il y avait le point d'entrée et on aurait pu rentrer plus tôt. Mais comme je l'ai dit, pour ce qui concerne le backtest, de toute façon, ça n'a aucun sens de mettre ce paramètre si bas. Il faut le mettre de manière à ce qu'il soit égal à l'agrégation qui est là, ce facteur d'agrégation. Donc voilà, on a réalisé la chose. Donc maintenant, on va afficher un peu un graphique de performance. Ici, on va étendre le calcul sur la période totale en appuyant sur ce bouton. Vous voyez. Et on va grosso modo afficher à gauche, à droite, pardon, les statistiques. Ouais. Et on va sur évaluation. Alors une fois que vous l'avez mis bien, il revient toujours bien. Et on va comparer avec ce que j'avais fait et voir est-ce que c'est correct. Ouais. Parce que la courbe, elle n'a pas l'air si impressionnante que ça. Donc je vais un petit peu regarder. Est-ce que c'est la même chose que ce que j'ai préparé pour vous? Ok, on met les trucs en ordre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on se sauvegarde la page. Oui, on dit par exemple mini NSDQ et par exemple Aiki-Nashi 1. Après, si on veut faire des versions différentes, etc., on change. Alors, regardons un petit peu au niveau de. Donc, 10, 10, 2, 2, flat 22h10. On a ça, 15h30, 18h. 2, 1, 3. On est sur du 10 minutes. On commence en septembre. Et on fait quand même dans les 19 800. Donc, je vais maintenant me remettre ici. Je vais revérifier. Ah, vous voyez l'importance du filtre de tendance. Parce qu'en effet, vous voyez, la différence, en fait, c'est pas tant dans le réglage ici. Alors, je vais zoomer un petit peu, mettre sur 200. Voilà. Vous voyez, on a 10, 2, 2, 22h10, 1, 15h. Alors ici, on a en fait 15h30. Alors, c'est vrai que le Nasdaq, il bouge pas avant 15h30. Lui, il décolle dès que c'est 15h30. Voilà. Et 17h59.
pense que dans le signal, on peut mettre 18 heures en fait. C'est plutôt pour les filtres et les blocs, mais ça ne change pas grand-chose. Ok, et voilà. Alors maintenant, vous voyez, cette stratégie, elle n'est pas terrible. Bon, elle gagne, mais elle n'est pas terrible. Par contre, j'ai une stratégie qui est beaucoup meilleure. Vous voyez? Pourquoi? Ben, en fait, à côté, on n'a rien réglé, on a pris les valeurs par défaut. Et en fait, moi, à côté, j'avais fait un réglage qui était différent. J'avais mis 20 et alors, le décalage entre les deux, c'est parce que j'ai ici le filtre et là j'ai l'indicateur. Moi, je vais me focaliser sur l'indicateur. Donc, si je change là les choses, je rapproche en fait. Vous voyez que notre courbe, elle a un impact en fait sur le résultat. Ouais. Et donc, moi, j'avais 0,7 et on est sur journalier. Et la courbe est mieux, mais n'est pas non plus. Alors, je vais mettre la même chose ici. 20. 0,7. OK. Le 9-1 2018. 9-1 2018. Alors, quand on compare des choses comme ça, il faut être très, très précautionneux parce qu'il suffit d'un paramètre pour que on puisse de temps en temps se méprendre parce qu'on ne voit pas un paramètre. Alors, hop. OK. OK. Alors, je regarde juste, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Hop. Et maintenant, on est sur, bien sûr, du 10 minutes. Pair high low, profit target. OK. Le flat, il est activé. Le mini Nasdaq, il est bien sélectionné. 15h30, 18h. 2, 1, 3. Alors. Bon. Alors. Bon. Je dirais la chose suivante. Je ne vais pas. Comment dirais-je? Il faudrait que je retourne en fait à mon bureau, voir l'étude que j'avais fabriquée pour voir est-ce que c'est exactement la même chose. Parce qu'on n'a pas exactement la même chose que ce qu'il y a dans ma présentation. Le point, de toute façon, n'est pas là. Donc, je checkerai et puis je vous enverrai demain. Je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Probablement, il y a une petite différence quelque part qui échappe à mon attention au moment présent, mais ce n'est pas grave. Le point est que cette stratégie, pas forcément avec ce réglage-là, d'accord, mais avec les mêmes composants, pratiquement les mêmes composants, je l'ai tradé pendant 1 an et demi. Et je l'ai tradé avec succès. Donc, ce n'est pas 100% exactement la même chose, mais ça utilise ceci, vraiment le signal tel quel, ça utilise un autre filtre de tendance, mais la même technique de projeter de l'un à l'intérieur de l'autre, un flat, etc. Mon stop longue vie, plutôt que le period high low, mais aussi un profit target. Et la performance, pour moi, sur mon compte, en réel, avec le futur, était bonne. C'était il y avait d'autres contrats qui ont bien fonctionné aussi. Donc, je dirais que potentiellement, ça peut être intéressant de vous intéresser à la stratégie. Alors, vous avez vu dans le passé, j'ai déjà posté plusieurs webinaires qu'on avait fait sur toujours un peu le même Heikin-Ashi, mais appliqué à différents instruments, etc. Vous pouvez vous ressourcer là. Je vais maintenant évoquer la question du trading automatique.
Donc, je vais laisser la stratégie maintenant de côté. J'irai voir pourquoi on a des différences au niveau du résultat, pourquoi mon résultat sur la slide est beaucoup meilleur. Probablement un petit détail qui m'échappe, c'est pas grave. Et maintenant, je vais reprojeter la présentation. Alors, une petite seconde, hop, voilà. Et l'analyse sensitive, alors, est-ce que c'est ça qui m'a échappé? Non, en tout cas, le point est que cette stratégie, telle qu'elle est, c'est une très très bonne base pour la travailler. Une des techniques pour rapidement étudier, on va dire, l'impact de chaque paramètre de la stratégie, c'est cette fameuse analyse sensitive qui correspond en fait, quand on sélectionne un paramètre, vous faites un clic droit et vous utilisez sensibilité du paramètre. Sensibilité du paramètre, ça vous permet de faire varier le paramètre sur ce que vous aurez défini comme étant le minimum et le maximum, et ça vous donnera une courbe. Et cette courbe, elle vous donnera une information sur quel est pour la période étudiée, quel est on va dire, l'optimum. Donc, ce n'est pas un concept d'optimisation, c'est un concept vous voyez vraiment toutes les valeurs qui sont prises pour toutes les valeurs que vous définissez dans l'intervalle que vous avez défini. Donc, c'est très, très important comme technique pour rechercher des stratégies qui fonctionnent bien. Et l'idée, c'est de chercher des stratégies qui ont une belle courbe de backtest sur une période qui est quand même, il ne faut pas chercher sur 50 jours, mais il faut chercher quand même sur au moins 100, 200 jours. Moi, je cherche sur beaucoup plus, sur 10 ans. Et avec les données historiques, on arrive à aller sur 10 ans, sur pratiquement tous les contrats futurs. Mais on peut le faire sur des périodes un peu plus courtes. Et le principe, c'est, si on a une courbe qui est intéressante, c'est de se dire pourquoi pas la trader. Alors ça, c'est un petit peu le sujet que je vais évoquer maintenant. Alors on est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse, j'en ai encore pour 10 minutes. Donc, l'automatisation, je vais vous dire un petit peu en 2 mots qu'est-ce qui m'a amené à faire ça. Premièrement, le temps. J'ai pas le temps, moi, je dois m'occuper de plein de choses ici au niveau de Self-Invest. J'ai pas le temps de faire du trading manuel, à investir des heures et des heures. Donc, il y a une dizaine d'années, j'ai appris à programmer, je me suis spécialisé dans le backtest, etc. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un backtest qui fonctionnait bien. Je l'ai tradé en automatique et vous avez qu'à revoir ma présentation du mois de janvier sur le trading automatique dans laquelle j'ai montré mes résultats. Ces fameuses stratégies, on est 4 ans, après avoir débuté et elles sont toujours bien, quoi. Donc ça veut dire qu'il est possible de trouver des stratégies. Quand vous vous lancez là-dedans, vous libérez du temps puisque vous pouvez vous consacrer à votre travail. On élimine le côté stress parce qu'on ne voit pas, on n'est pas témoin quand vous perdez, vous n'êtes pas témoin. La perte, vous la voyez le soir quand vous allez vérifier ce qui s'est passé dans la journée. Mais vous n'êtes pas sur le coup frappé par cette espèce d'énergie négative. On économise de l'argent parce que si on taille sa stratégie de manière à ce que ce soit raisonnable pour vous, pour votre budget, pour votre patrimoine, vous n'allez pas vous stresser. Vous prenez un petit contrat, un compte CFD, vous n'allez pas perdre beaucoup, et puis vous apprenez. Vous voyez, si vous allez souvent en trading manuel, vous êtes tellement tenté de vous refaire, etc., vous perdez beaucoup plus d'argent en manuel, quoi. En tout cas, selon mon expérience, quoi. Le temps investi, le temps économisé, on peut le réinvestir à travailler plus le côté backtest pour chercher les bonnes possibilités, pour trouver des autres incorporer des indicateurs à vous, des idées à vous, etc. L'activité est agréable. Si je devais perdre, sur certaines stratégies, je perds aussi. Et donc, je les arrête au bout d'un moment, ou alors j'essaie de les améliorer. Si je n'arrive pas à les améliorer, je les arrête. Je ne laisse pas ça traîner pour me faire tuer. Et s'il y en a une qui marche bien, tant mieux, elle marche. Et
c'est plaisant, même si en réalité, les gains, c'est souvent que quelques journées, et puis la plupart du temps, vous avez quand même, soit vous gagnez peu, soit vous perdez. C'est pas que ça va pas gagner à chaque coup, mais au total, sur une période, ça peut tout à fait gagner, comme je l'ai montré dans ma présentation du début du mois de janvier, quoi. Et au bout du compte, on apprend et on devient un meilleur trader, parce que ça, c'est quand même le but de l'opération, c'est de devenir meilleur, parce que si on est meilleur, eh bien, tôt ou tard, on est capable de trader profitablement, quoi. Alors, alors, avertissement. Un bon backtest n'entraîne pas forcément de bons résultats. C'est pour ça que je dis, si vous avez un bon backtest, vous pouvez le tester. Il n'y a pas de raison que, parce que vous le testez maintenant, ça va se retourner contre vous. Mais j'ai quand même pu observer qu'il y a des bons backtests qui, au cours des 2-3 mois suivants, n'ont pas donné des bons résultats en réel, quoi. Donc, il faut croire ce qu'on voit, il faut tester et être dans le monde de la réalité. Il faut sortir du backtest. Au bout d'un moment, il faut être dans la réalité et puis avoir des trades réels avec, on va dire, des conditions réelles de marché. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors, une stratégie peut être bonne et s'arrêter de gagner, ça c'est tout à fait vrai. Dans mon cas, jusqu'à présent, je dirais que sur 4 ans pour la première, 3 ans la deuxième et pratiquement 2 ans pour la troisième, grosso modo, elles ont toutes performé. Quand je dis elles, je parle en fait les comptes, les 3 comptes sur lesquels j'ai différents instruments avec la même stratégie, eh bien, ils ont bien performé. Mais si vous m'aviez posé la question peut-être, je sais pas, en 2016, quand la volatilité était très basse, les résultats n'étaient pas terribles, mais bon, malgré tout, ça avait gagné en 2016. Vous voyez. Comparez vos résultats avec le backtest. Ça, c'est un test très important. Si vous allez sur des agrégations très petites, là, il y a un grand risque que vous soyez dans l'illusion, parce que plus c'est petit et plus vous avez des écarts avec le réel. Parce que dans le réel, votre information de votre PC, elle va jusqu'à la bourse et puis elle revient. Le mini Nasdaq, la bourse, c'est Chicago. Donc, il faut que votre information aille à Chicago et puis elle repasse sous l'Atlantique, elle arrive chez vous. Forcément, votre graphique, il est légèrement différent du graphique qui est sur la bourse de Chicago. Donc, votre prix historique reflète le graphique à Chicago, mais votre trading réel, il reflète le chart tel que vous l'avez avec, on va dire, les 20 millisecondes d'écart entre la bourse de Chicago et votre PC. Vous voyez. Donc, ça peut faire que les résultats soient légèrement différents parce qu'une bougie est formée, va se clôturer légèrement différente avec peut-être, ça entraînera la présence d'un signal ou ça entraînera peut-être l'élimination d'un signal, oui, par rapport à votre backtest. Donc, il faut comparer. Et puis, on a des super outils pour ça, comme le screenshot, qui permet de photographier vos écrans en fin de journée. Je ne sais pas si j'en reparle un peu après. Plus proches, plus grands sont les écarts. Donc, ça, c'est là, je vous l'ai expliqué. Protéger. Bon, il est clair que si vous vous lancez dans le trading automatique, il faut avoir une stratégie de gestion, de position, stop, objectif, filtre flat. Il faut viser à ce que quand vous terminez une journée, vous n'avez plus de position. Vous ne voulez pas risquer de vous retrouver en position le vendredi soir et que durant le week-end, on annonce la fin de telle ou telle monnaie ou vous voyez, le résultat de telle ou telle élection. Et vous vous retrouvez avec un mouvement de 5% dans un indice et vous êtes dans le mauvais sens et tout votre compte est détruit, quoi, ou sérieusement endommagé, quoi. Donc, toujours être rigoureux, filtre flat d'office, quoi. Alors, l'idée, bon, je passe un peu là-dessus, mais grosso modo, quand on commence, il faut commencer petit. Vous avez quelque chose qui a l'air de fonctionner? Appliquez-le sur des CFD, par exemple. Vous voyez, entre 1 et 5 CFD. Si vous ne voulez pas trader avec un truc trop petit non plus, 1 ou 5 CFD, c'est bien. Si vous avez des résultats qui sont bons
eh bien, la logique, c'est d'augmenter, bien sûr, il faut investir dans ce qui est bon et il faut réduire l'investissement dans ce qui est mauvais. Donc, si vos résultats sont meilleurs, vous augmentez la taille des positions et pourquoi pas vous passer peut-être sur un compte futur. Parce que le compte futur, spread, c'est super petit. Les conditions d'exécution, c'est le marché, donc c'est totalement intègre. Il y a pas il y a moins, on va dire, il peut y avoir du slipage, mais il y en aura moins que sur un CFD. Parce qu'un CFD, c'est dérivé d'une cotation de futur. Alors, on a un super outil qui s'appelle le VPS. Comment Self-Invest peut vous aider? Il y a le VPS, un service exceptionnel. En gros, c'est un serveur qui est géré par des professionnels, pour des professionnels. On met son compte là-dessus. En gros, vous ouvrez votre plateforme dessus. À distance, vous voyez votre plateforme là-bas. C'est comme si c'était chez vous, mais c'est là-bas. Et grosso modo, vous faites tourner votre serveur toute la journée, toute la semaine. Et à distance, vous pouvez consulter chaque soir vos positions pour être sûr qu'il n'y a pas eu des messages d'erreur bizarres. Parce que il peut arriver qu'il y ait une perte de connexion, ou soit au niveau des CFD, soit au niveau des futurs. Ça peut arriver qu'un marché soit ait une panne. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu le cas, mais on a déjà vu dans le passé, je sais pas moi, un Euronext qui était, ou un CAC qu'on pouvait plus, qui ne tradait plus pendant 3 heures, ou des choses comme ça, quoi. Donc, chaque soir, on vérifie, est-ce qu'on est hors de position, est-ce qu'on a fait des gains, des pertes, etc. On peut transférer des fichiers, donc vous pouvez par exemple prendre des copies d'écran de vos écrans et vous pouvez ensuite les ramener sur votre PC, comme ça vous les avez dans une bibliothèque. Alors ce service il a un coût, si on est actif ça coûte 10 €. Alors après il y a encore TVA, donc 15, 17%, 20% à peu près en plus, ça fera 12 par exemple. Et si on n'est pas actif, ça ne sert à rien d'avoir le VPS. Dans ce cas, vous tradez de chez vous. Le VPS, ça n'a qu'un sens si on est un petit peu actif, quoi. Alors peut-être sur l'histoire du screenshot. Donc, vous pouvez en fait... j'en reparlerai la prochaine fois que je parlerai de trading automatique, je reparlerai du screenshot. C'est super puissant. C'est en fait c'est une fonction express. Vous n'avez pas besoin de savoir programmer. On vous donnera des exemples. Vous mettez ça sur votre stratégie, dans votre étude, et grosso modo, à une heure donnée que vous choisissez, vous prenez une copie d'écran. Vous pouvez définir la taille de l'image. Vous voulez que ça soit par exemple une image 4:3 ou une image 16:9. Vous définissez la taille en pixels et vous avez toutes vos images qui ont la même taille et vous faites une bibliothèque. Le jour où vous faites une comparaison entre le réel et le backtest, vous reprenez vos images du réel, vous les comparez au backtest, vous apprenez plein de choses et c'est vraiment extrêmement puissant, quoi. Alors, pour conclure, devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Nous sommes honorés d'être, on va dire, nous recevons des trophées pour la qualité du service, qualité de la plateforme, qualité des exécutions. Les exécutions, c'est très important quand on fait du trading automatique. Moi, je n'ai pas à me plaindre, dans le sens où depuis 4 ans, le service VPS a fonctionné de façon impeccable. Les exécutions sont bonnes. Il n'y a vraiment pas de problème, c'est vraiment excellent. Et on peut vraiment se lancer, on va dire, avec une tranquillité d'esprit très importante. Alors, je vous encouragerai à vous diriger vers YouTube, notre chaîne sur laquelle il y a beaucoup de vidéos, et notamment des vidéos en relation avec tout ce qui est stratégie, quoi. Donc, tout ce qui était stratégie avant cette année, souvent, je montrais un petit backtest. Donc, tout ça, ce sont en fait on va dire des ébauches de stratégie que vous pouvez réutiliser, essayer de voir si elles fonctionnent toujours, essayer de travailler avec l'analyse sensitive, avec il n'y a pas tellement de paramètres comme vous regardez, hein, il n'y a que quelques éléments à l'intérieur des études. Il faut un peu travailler, il faut chercher les bons moments, il faut chercher, etc., les bonnes agrégations, mais on peut trouver des stratégies qui fonctionnent et après on peut se dire pourquoi pas les mettre en place, quoi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement